Merci et bienvenue à Hebdo Santé, le décryptage de l'actualité sanitaire en Afrique sur Medi 1. Dans ce numéro, l'importance de l'oxygène dans le traitement de la détresse respiratoire. Très indispensable en cas d'assistance respiratoire, l'oxygène hospitalier s'est révélé crucial en la faveur de la pandémie de Covid-19, ce qui pose la question de sa disponibilité dans de bon nombre de pays africains. Justement, en Côte d'Ivoire, l'ONG Agis s'y est engagée à travers une initiative Oxygène pour tous. Monsieur Sila Aboubakar, vous êtes le président de cette organisation. Merci et bienvenue. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes kinésithérapeute, c'est bien ça? Oui, c'est ça, kinésithérapeute spécialisé en soins respiratoires chez les enfants. Waouh, d'accord. Alors, en deux mots, comment cette association Agis s'est implantée en Côte d'Ivoire? Eh bien, elle a 8 ans déjà, cette association, et elle s'est construite un petit peu au fur et à mesure, mais on s'est basé sur un constat qui était le fait que la pneumonie et les infections respiratoires aiguës chez les enfants de moins de 5 ans faisaient partie de la deuxième cause de mortalité et d'hospitalisation en Côte d'Ivoire. Et moi, ayant cette expérience, parce que j'ai travaillé près de 10 ans en fait dans le soin des enfants atteints de maladies respiratoires à Paris, eh ben, je me suis dit avec ma compagne de venir s'installer et puis monter ce projet et pouvoir venir porter assistance aux enfants de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas sur ce plateau également avec nous, docteur Ouattara Joseph. Merci et bienvenue à vous. Merci. Alors, vous êtes pédiatre au CHU de Trècheville et membre de cette ONG Agis. Soyez les bienvenus. Hein. Merci. Alors, détresse respiratoire, l'importance de l'oxygène dans le traitement. Messieurs, nous allons d'abord voir ce que c'est que la détresse respiratoire. La détresse respiratoire, pour parler simplement, c'est la difficulté qu'a un être humain à respirer. Tout simplement. D'accord. Si tout de suite, là, j'ai des difficultés pour respirer, je n'arrive pas à bien respirer, je suis en détresse respiratoire. Et cela peut être dû à quoi? Les causes sont multiples. Voilà. On peut avoir des causes liées à un obstacle sur le passage de l'air, la tuyauterie qui envoie l'air vers les poumons, donc des infections ORL, un obstacle au niveau de la sphère ORL ou des infections pulmonaires. En dehors de cela, on peut aussi avoir des atteintes cardiovasculaires responsables de détresse respiratoire et même d'atteintes neurologiques, c'est-à-dire des atteintes du cerveau responsables de détresse respiratoire. Donc, juste pour dire que ces trois organes sont étroitement liés, le cerveau, le cœur et les poumons. Alors, Monsieur Sila, comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est en détresse respiratoire? Alors, il y a plusieurs signes. Il faut savoir que moi, je vais prendre l'exemple des enfants qu'on reçoit avec l'ONG Agis. Ce sont des signes d'abord de respiration rapide. Un enfant qui arrive avec une respiration rapide, en général, et je parle sur le couvert du docteur Ouattara, s'il a une fréquence respiratoire au-delà de 60 mouvements par minute, on peut estimer qu'il est en phase de détresse respiratoire. S'il a une respiration bruyante, on reconnaît souvent les signes par ça aussi, parce que les parents disent il a une respiration qui siffle, il a une crise d'asthme. On associe souvent ça à la crise d'asthme. Si l'enfant a par exemple ce qu'on appelle le tirage intercostal, c'est-à-dire qu'il a les côtes qui se creusent quand il respire, donc c'est-à-dire qu'il lutte pour respirer, l'air ne passe pas assez bien, donc du coup il est obligé de faire un effort pour respirer. On a aussi les signes des battements des ailes du nez, donc le nez va chercher l'oxygène, donc il va y avoir une dilatation en fait des narines pour aller chercher l'oxygène. Vous avez aussi le signe de cyanose, ça on ne le verra pas forcément chez tous les enfants, mais quand on retourne un petit peu les lèvres, on va voir que les lèvres sont un petit peu bleues, donc c'est-à-dire que le sang n'est pas assez bien oxygéné, et ça peut être entre autres des signes de détresse respiratoire. Je ne sais pas si Dr Ouattara veut ajouter quelque chose. Tout à fait. Donc pour être plus synthétique, il faut dire que on parle de détresse respiratoire quand il y a des troubles du rythme respiratoire. Donc M. Sila a parlé d'une respiration rapide. Donc, c'est dire que le rythme respiratoire est rapide. Donc, il peut être rapide ou il peut être très bas. En dehors de ces troubles de rythme respiratoire, on a des signes de lutte respiratoire. C'est-à-dire, vu la difficulté à respirer, l'individu met à contribution ses muscles respiratoires accessoires. Donc, avec comme manifestation une dilatation des narines, on parle de battement des ailes du nez, un tirage intercostal ou susternal,
un balancement thoraco-abdominal, on peut entendre des bruits qu'on appelle des gênements expiratoires et le signe lié à une difficulté assez sévère qui est la cyanose, voilà, qui est marquée par une coloration bleuâtre des muqueuses et autres. Donc tout à fait d'accord avec ce que M. Sylla vient. Alors tout cela est compliqué. Nous, ce qu'on retient, c'est lorsque quelqu'un ne respire pas bien. C'est ça? Tout à fait. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de la prévalence de la détresse respiratoire? Est-ce que c'est fréquent dans nos pays africains, notamment en Côte d'Ivoire? Okay. Parler de la détresse respiratoire, c'est-à-dire la fréquence, effectivement, c'est un signe qui est fréquemment rencontré dans les différentes pathologies. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des pathologies ORL, c'est-à-dire des atteintes au niveau des narines, des oreilles et de la gorge, qui peuvent entraîner des difficultés respiratoires. On peut avoir des atteintes au niveau de l'appareil pulmonaire qui peuvent entraîner des détresses respiratoires. On peut avoir des atteintes au niveau cardiovasculaire, avoir des détresses respiratoires. On peut avoir des atteintes au niveau du cerveau, notamment en cas d'AVC par exemple. On peut aussi avoir des détresses respiratoires. Et même en cas de certaines maladies métaboliques, on peut avoir des détresses respiratoires. Donc c'est dire que ces signes-là qui constituent la détresse respiratoire sont fréquents en médecine. Vous n'avez pas cité la Covid qui bat son plein en ce moment? Tout à fait. La Covid, bon, c'est un phénomène nouveau, c'est-à-dire c'est une maladie récente qui a plusieurs manifestations. C'est vrai, l'atteinte pulmonaire est importante, mais en dehors de l'atteinte pulmonaire, surtout chez l'enfant, il y a aussi d'autres atteintes. Effectivement, la Covid peut être à la base d'une détresse respiratoire. Monsieur Sylla, comment on réagit en détresse respiratoire? En général, nous, pour l'exemple que je vais donner lorsqu'on est en mission humanitaire, quand on reçoit un enfant qui arrive en détresse respiratoire, la première des choses, c'est déjà l'examiner, donc voir un petit peu son taux d'oxygène dans le sang, parce qu'on peut être en détresse respiratoire, en tout cas clinique, manifestement montrer qu'on a des signes de lutte respiratoire, et puis finalement on se rend compte que le taux d'oxygène dans le sang, il n'est pas si mauvais que ça. On dit qu'en général, il doit être autour de 100%, 99% de taux d'oxygène dans le sang. Ça, on va dire que c'est la normalité. Et puis, vous êtes en détresse respiratoire et puis vous vous retrouvez avec un taux autour de 94, 92% d'oxygène. Donc ça, en général, on sait qu'on peut très vite mettre les organes en souffrance. Organes cerveau, cœur, les organes vitaux peuvent être mis en souffrance. Donc, en général, on met l'enfant sous oxygène. On essaye déjà de voir s'il y a un obstacle, comme disait Dr Ouattara, mais d'office, on le met sous oxygène parce que c'est une urgence vitale. Et c'est c'est le principal traitement qu'on a, mettre le malade sous oxygène. En tout cas, c'est la première chose qu'on fait d'office. C'est la première chose voilà. qu'on fait. Je ne sais pas si Dr Ouattara veut... Juste pour préciser, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique. C'est-à-dire déjà, lorsque on a un individu qui présente une détresse respiratoire, il faut une évaluation rapide pour voir s'il y a une obstruction au niveau des voies respiratoires supérieures, il faut dégager l'obstruction. Souvent, le simple fait de dégager l'obstruction règle le problème. En quoi faisons? Par exemple, faisant un lavage des narines, on parle de DRP, des obstructions rhinopharyngées avec du sérum physiologique. On peut même aspirer l'enfant ou l'individu pour dégager les voies respiratoires. Et si c'est un corps étranger, par exemple, il faut aller extraire le corps étranger et autres. Et ensuite, en fonction de la saturation, comme M. Sylla vient de le dire tout à l'heure, on met l'oxygène. D'accord. Alors, sur l'accessibilité donc de l'oxygène dans nos hôpitaux, bien, je vous propose quelques avis que nous avons recueillis dans les rues d'Abidjan. L'oxygène, nous en avons tous besoin. Hein? Sans oxygène, on ne peut pas vivre. C'est vrai que ce n'est pas l'oxygène naturel, mais nos hôpitaux ne devraient pas en manquer. J'ai une expérience parce que en 2015, j'avais mon fils qui était malade. Quand nous sommes venus à l'hôpital d'abord, on nous a reçus et l'enfant il a reçu l'oxygène. Vraiment, ça m'a peiné parce que je me dis que dans les instants que nous sommes venus depuis la matinée, que le cas était encore plus grave, il allait avoir peut-être des dégâts. C'est une réalité d'abord. J'ai eu des situations, des cas où des parents qui étaient hospitalisés
ils ont eu certainement besoin d'oxygène. Et par la grâce de Dieu, ils ont pu avoir cet oxygène-là. Mais bon, dans certains cas, pour des amis que je connais, par manque d'oxygène, leurs parents ont eu à décéder. Effectivement, je sais qu'il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux par manque d'oxygène. On doit mettre de l'oxygène en grande quantité à l'hôpital parce que c'est un problème. Il n'y a pas assez d'oxygène. Même il y a des services où bon, tu vois qu'ils ont fait des appareils pour que ça puisse donner de l'oxygène dans les services où on en a besoin. Hein? Mais s'ils ne le trouvent pas, on fait comment pour pouvoir aider les patients qui sont en détresse respiratoire, surtout les asthmatiques. Alors, M. Sylla, est-ce qu'on a suffisamment d'oxygène dans nos établissements sanitaires? En fait, tout dépend de quel établissement. Il faut savoir que l'oxygène, c'est un médicament. C'est l'oxygène médical, c'est comme ça qu'on le dénomme. D'ailleurs, on parle d'oxygène médical. Et tout dépend de vos capacités de pouvoir vous approvisionner en médicaments. Vous pouvez vous retrouver dans une structure de santé en pénurie de Doliprane ou d'aspirine. L'oxygène, ça peut arriver que certains centres de santé n'aient pas d'oxygène. Et donc, nous, l'ONG Agis, il nous arrive, lorsqu'on fait nos missions terrain humanitaires, d'avoir toujours de l'oxygène et pour porter assistance justement aux besoins des patients quand le besoin se fait sentir. Donc il peut arriver que certains centres de santé aient un manque d'oxygène pour pouvoir prendre en charge leurs patients. Oui. Est-ce qu'il coûte cher? L'oxygène, je ne peux pas vous dire, je pense que c'est quand même quelque chose qui est médical, donc tout dépend peut-être après du fournisseur ou de celui qui commande, mais normalement c'est quand même des prix quand même abordables, je pense. D'accord, alors on va parler donc de cette assistance respiratoire grâce à l'oxygène. Docteur Ouattara, comment est-ce que déjà, vous l'avez dit, on essaie donc de déboucher, si en deuxième intention donc c'est l'oxygène. Oui, on met l'oxygène. Soit avec des lunettes nasales ou le masque. Voilà. Et si la détresse est assez sévère, on peut aller jusqu'à l'assistance respiratoire. C'est-à-dire utiliser des appareils pour diminuer le travail respiratoire de l'individu. Et là, on utilise donc l'oxygène. En plus des appareils. En plus des appareils. Oui, alors, donc, dites-nous combien de temps ça prend l'oxygène, quelle est la quantité pour soulager quelqu'un? Il est difficile d'évaluer cette quantité-là parce que tout dépend de la pathologie causale, c'est-à-dire la maladie à l'origine de la détresse respiratoire. Si c'est par exemple une infection pulmonaire sévère avec destruction du parenchyme pulmonaire, donc avec le traitement, soit des antibiotiques ou un autre traitement, plus l'oxygénothérapie, il faut que les poumons se régénèrent pour que le besoin en oxygène baisse et on arrête. Donc il est difficile d'évaluer comme ça la durée du traitement sous oxygène. Pour certains individus, c'est juste quelques heures. Pour d'autres, il faut aller à des jours avec de l'oxygène. Voilà, tout ça. Donc tout dépend en fait de la maladie à l'origine de la détresse respiratoire. Alors, M. Sylla, comme Dr Ouattara l'a dit, on a besoin, en plus des appareils respiratoires, on a besoin donc de l'oxygène. Mais est-ce qu'on peut se passer d'oxygène si on a les appareils respiratoires? Ou alors on peut se passer des appareils si on a de l'oxygène? Non, moi je pense que c'est complémentaire. Mais c'est comme si vous demandiez à un patient de se priver de médicaments. L'oxygène, c'est un médicament. Comme le disait Dr Ouattara, il y a une posologie en fonction de votre état clinique, vos bilans sanguins. On va vous donner une certaine quantité d'oxygène. On parle de litres par minute. Ça peut être 2 litres par minute, comme jusqu'à 15, 20 litres par minute. Dans les cas de Covid, on l'a vu avec cette oxygéno-résistance. On peut monter très haut. Mais le but, c'est de très vite sevrer le patient. Parce que finalement, c'est un confort. On vous donne de l'oxygène, entre guillemets, cadeau. Ça rentre dans les poumons, ça vous rentre dans le sang. Et puis finalement, votre corps va prendre l'habitude de cet oxygène et va finalement devenir paresseux. Donc le dilemme en fait du médecin, c'est de faire en sorte que très vite le patient soit sevré. Donc le bilan doit être régulier de telle sorte qu'on diminue progressivement l'assistance en oxygène
pour arriver à sevrer le patient de l'oxygène. Parce que le but, c'est ça, c'est que la fonction redevienne autonome et non pas que le patient soit assisté au niveau respiratoire. Est-ce que cet oxygène est différent de celui que nous respirons là, dans l'air ambiant? Alors, comme le disait tout à l'heure le Dr Ouattara, l'oxygène fait partie de l'air ambiant. Comme il disait, 20%, 21% d'oxygène dans l'air ambiant. Donc, il est vital, il est nécessaire. Mais l'oxygène médical, c'est un oxygène qui est plus concentré. Donc, du coup, il a un impact beaucoup plus pur. Voilà, il est beaucoup plus pur et en plus, on peut même jouer quelquefois sur la pression. Si vous augmentez la pression de la diffusion de l'oxygène, vous allez avoir un effet beaucoup plus rapide parce qu'il va rentrer plus facilement dans les alvéoles et dans le sang pour oxygéner le patient. Mais ça, c'est Dr Ouattara qui pourra tout le dire. Tout à fait d'accord avec ce que M. Sylla vient de dire. D'accord. Alors, on va revenir sur cette initiative, cette importante initiative que vous conduisez, la campagne Oxygène pour tous. Comment est-ce que ça se matérialise? Alors, Oxygène pour tous, c'est un projet qu'on a en tête depuis quelques années avec l'ONG Agis et les membres de l'ONG Agis parce qu'on s'est rendu compte des besoins qu'ils pouvaient avoir sur le terrain, parce qu'on est une ONG spécialisée dans les maladies respiratoires des enfants de moins de 5 ans. La pneumonie et les maladies respiratoires sont la deuxième cause de mortalité et d'hospitalisation en Côte d'Ivoire. Et on se retrouve avec des cas d'espèces d'enfants qui arrivent en détresse respiratoire. Et donc très vite, dans nos caravanes de santé, on a très vite eu dans notre arsenal thérapeutique des bouteilles d'oxygène pour prêter assistance parce qu'on dépiste, on soigne, mais en même temps, on faisait aussi le soin au complet, ça qu'on pouvait administrer lorsque l'enfant arrivait en urgence. Et avec l'arrivée du Covid, de la Covid-19, ça a en tout cas mis en lumière encore ce besoin que pouvait avoir, en tout cas l'effet vital que pouvait avoir l'oxygène dans la stratégie thérapeutique, dans le circuit sanitaire. Et l'ONG Agis a décidé de mettre en avant ce projet-là avec tous ses membres. On a décidé d'apporter l'oxygène pour tous, de faire en sorte qu'un centre de santé par mois soit équipé avec un kit d'oxygénothérapie. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est important qu'on ne puisse pas manquer d'oxygène même dans les endroits les plus reculés. Alors on le fait avec nos maigres moyens et nos partenaires qui nous accompagnent, mais on a décidé de commencer par la commune de Yopougon et de faire en sorte que chaque mois on puisse équiper un espèce de kit complet d'oxygénothérapie pour un centre de santé de proximité. D'accord. Docteur Ouattara, oui. Quelle est l'utilité, je veux dire, quelle est l'importance pour un centre de santé de disposer de l'oxygène? C'est indispensable pour un centre de santé de disposer d'oxygène. Un centre de santé qui reçoit des patients qui viennent en détresse respiratoire a absolument besoin d'oxygène, soit pour stabiliser le malade avant éventuellement un transfert ou dans la prise en charge du malade. Nous avons parlé tout à l'heure de l'importance de l'oxygène pour la vie. Donc pour un individu qui est en insuffisance respiratoire et qui a besoin d'oxygène, il faut pouvoir apporter l'oxygène. Dans l'élément qu'on a vu tout à l'heure, il y a des gens qui ont confirmé qu'on peut mourir par manque d'oxygène. C'est vrai? Tout à fait. On peut effectivement mourir par manque d'oxygène. Si vous arrivez dans un centre de santé, que le patient a besoin d'oxygène et que le centre n'en dispose pas, l'individu peut effectivement mourir par manque d'oxygène. D'accord. Alors, M. Sylla, je voulais revenir sur votre campagne. Cela va prendre combien de temps? Est-ce qu'après la campagne, on ne va pas encore revenir à cette pénurie d'oxygène dans ces centres de santé? Écoutez, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter notre appui avec nos maigres moyens, comme je dis, mais surtout ce qu'on veut faire en sorte, c'est déjà mettre la lumière sur cette problématique et faire en sorte que aussi ces centres de santé aient une expertise. Parce qu'on peut dire qu'au bout de 8 ans, on a une expertise dans les maladies respiratoires et dans ce contrat, parce que c'est des contrats qu'on passe un petit peu avec ces centres de proximité, on essaye de les appuyer, de les soutenir, un appui logistique, un appui en formation, un renforcement de capacités, et parce qu'on est dans une idée de durabilité. On a envie que justement, ce ne soit pas au bout d'un an d'histoire ancienne. C'est vrai que ce projet-là, Oxygène pour tous, il est sur l'année 2021, mais pourquoi pas le prolonger après? Tout dépendra un petit peu comment ça va se présenter, mais
On aimerait en tout cas faire en sorte que ça puisse se prolonger. Mais dans tous les cas, tous les centres de santé qu'on a décidé d'approcher, ils vont être formés, ils vont être appuyés par l'ONG Agis et nos partenaires, de telle sorte qu'il y ait un contact et une filiation qui dure dans le temps. D'accord. Alors, docteur Ouattara, est-ce que, c'est vrai, vous l'avez dit un peu, comment est-ce que cet oxygène se présente, mais il n'est pas du tout dangereux, vous pouvez nous le rassurer pour la santé? L'oxygène est indispensable à la vie, mais lorsqu'il n'est pas utilisé à bon escient, il peut être dangereux. Parce que Quand vous dites qu'il n'est pas utilisé à bon escient, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, il doit être utilisé en fonction des besoins de l'individu ou bien du patient. Monsieur Sylla a essayé de quantifier, il a parlé de litres. Tout à fait. Donc, l'oxygène est apporté en fonction de la saturation pulsée en oxygène. C'est un appareil simple, disponible un peu partout, qu'on utilise pour évaluer la quantité d'oxygène dans le sang. Et c'est en fonction de cette quantité d'oxygène qu'il faut apporter l'oxygène à l'individu. Donc, un individu qui n'a pas besoin d'oxygène, que vous apportez beaucoup plus d'oxygène, il y a des risques. D'accord. Notamment pour le cerveau, voilà. Alors, on a pensé aux asthmatiques tout à l'heure. Est-ce qu'un asthmatique qui a une détresse, une difficulté respiratoire peut aller dans vos services pour demander une assistance, de l'oxygène? Ce n'est pas le malade qui décide, c'est vous qui décidez, c'est ça? Tout à fait, c'est le médecin qui décide, qui évalue l'état de santé de l'individu, qui prend la saturation de l'individu et en fonction de ses besoins, voilà, apporte de l'oxygène et une autre thérapeutique associée. D'accord. Ouais. Notamment dans les crises d'asthme. Dans les crises d'asthme. Oui. D'accord. En tout cas, merci à vous d'être venu. On a eu beaucoup de plaisir donc à vous recevoir. Quelles sont les prochaines étapes? Est-ce qu'on peut, je vais dire, espérer à ce que tous les centres de Côte d'Ivoire aient de l'oxygène grâce à vous? C'est notre but. C'est notre but. En tout cas, on y travaille. Et grâce à tous les membres de l'ONG Agis et les médecins qui nous accompagnent, les sages-femmes, les kinésithérapeutes, les infirmiers, infirmières et tous les membres de l'ONG Agis, on va y travailler pour faire en sorte de rendre ce projet le plus périn possible. Est-ce que dans vos campagnes, vous mettez l'accent sur la sensibilisation du grand public? Oui. Sur les bienfaits de l'oxygène? Oui, en fait, on fait pas mal de communication dans les réseaux sociaux, on fait du plaidoyer aussi, même si notre spécialité c'est le plaidoyer en action, parce qu'on n'est jamais aussi bon que sur le terrain, mais on sensibilise un maximum les populations, parce qu'en fait, vous savez, les populations, la santé publique, c'est très pragmatique. C'est-à-dire qu'en fait, les populations, quand elles se rendent compte qu'il y a un effet sur leur santé et que c'est visible, elles peuvent forcément adhérer. Elles adhèrent forcément au concept. Quand c'est très abstrait, elles n'y adhèrent pas. Mais quand elles voient que c'est concret, ils y adhèrent. Et donc, quand vous faites des plaidoyers en action, vous allez soigner les gens au plus proche des populations avec un langage qu'ils comprennent, avec des résultats qui sont tangibles et visibles tout de suite, ils adhèrent tout de suite. Et je pense que ça peut avoir un bon effet sur la santé publique d'avoir des ONG comme ça. Bien sûr. Alors, docteur Ouattara, nous allons terminer par, vous avez dit que la détresse respiratoire est un signe de pas mal de maladies respiratoires. Tout à fait. Alors, quel message vous pouvez adresser à nos populations afin qu'elles se présentent, qu'elles aillent tout de suite à l'hôpital une fois que ce signe-là se présente? Ok, merci beaucoup. Il est effectivement important de prévenir en fait un certain nombre de maladies, notamment chez les enfants qui font beaucoup d'infections virales, notamment qui démarrent par une rhinite, c'est-à-dire un rhume simple. Voilà, mieux vous consulter le plus rapidement possible avec un traitement simple basé sur la désobstruction des voies respiratoires. On règle le problème et ça freine en fait l'évolution de la maladie vers des complications bactériennes qui sont beaucoup plus graves et qui vont nécessiter la mise de l'enfant sous oxygène. D'accord? Donc il est essentiel dès les premiers symptômes d'une pathologie de se rendre dans un centre de santé, consulter le personnel de santé pour une meilleure prise en charge. D'accord. En tout cas, merci à vous, docteur Joseph Ouattara. Vous êtes pédiatre aussi à CHU de Treichville et je rappelle que vous êtes membre de l'ONG Agis. On n'a pas donné la définition de Agis, M. Sylla Aboubakar. Vous en êtes le président.
Oui, association Graines d'Ivoire et Santé. Et santé. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes kinésithérapeute. Merci à vous. En tout cas, merci d'avoir suivi ce numéro d'Hebdo Santé. Prenez soin de votre santé et à la semaine prochaine pour un autre numéro.